Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu. Nous avons l'immense plaisir pour ce rendez-vous de recevoir pour vous et avec vous notre cher ami Youssef Boussameh. Youssef Boussameh est un historien spécialiste de la Palestine bien connu, un militant associatif pour la paix et les droits de l'homme. Merci infiniment Youssef Boussameh d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci pour cette invitation, cher ami. Merci beaucoup. Youssef Sameh, depuis quelques jours, Netanyahou a décidé d'assassiner le chef du bureau politique de Hamas, Ismail Haniyeh, le premier responsable des négociations à Tahran, suite, après quelques heures de la participation de ce dernier dans la cérémonie d'intronisation du nouveau président iranien. Et avant ça, de quelques heures, il a assassiné aussi le chef d'état-major de Hezbollah, Abu Shukr, au centre de Beyrouth, malgré les garanties qui ont été adressées par la diplomatie américaine aux Libanais, au Hezbollah, avant quelques semaines, qu'Israël ne va pas toucher Beyrouth, ne va pas commettre une opération au capitale de Beyrouth. Comment vous voyez ça? J'aimerais bien commencer avec vous, avec d'abord le déclenchement de des assassinats dès le début avec les événements de Majd al-Shams, l'instrumentalisation, comment l'Occident a parrainé la version israélienne sans vérification. Ça me rappelle aussi de l'instrumentalisation des événements de Nord Stream, lorsque l'Occident a décidé de mettre Poutine comme le coupable dans l'explosion de Nord Stream. Ça a été la même chose avec les événements de Majd al-Shams qui ont donné raison, qui ont donné justification à Netanyahou à commettre ces crimes, malgré la réponse négative de Hezbollah, qui a beaucoup de crédibilité, même au sein de la société israélienne, mieux que Netanyahou. Comment vous voyez la situation? Comment vous expliquez ces actes? Oui, vous avez parfaitement raison de rappeler cette affaire de Nord Stream, mais aussi beaucoup d'autres. Il faut avoir en tête une chose qui est malheureusement une sorte de vérité cardinale, c'est que l'impérialisme ment tout le temps. Il ment tout le temps. Hein. Toutes les déclarations de guerre qui ont été faites par l'impérialisme contre des pays du Sud ont toutes été précédées par un énorme mensonge. Alors le plus connu, évidemment, c'est lorsque les États-Unis, dans les années 60, décide de lancer les bombardements massifs sur le Nord-Vietnam. Hein. On sait qu'on a fabriqué de toutes pièces un mensonge, soi-disant un navire de commerce américain aurait été attaqué par les Nord-Vietnamiens, etc. Bon, alors après coup, il s'est avéré que c'était complètement faux. C'était un petit cargo de la CIA, mais vraiment de la CIA, qui était bourré d'électronique et qui était au large des côtes du Vietnam pour espionner le Vietnam. Donc, on a transformé cela, mais je pourrais multiplier à l'infini l'histoire des guerres coloniales et des guerres impérialistes est d'abord une histoire de mensonges. Tout est précédé par un mensonge. Voilà. Donc, on a assisté à la même chose avec l'affaire de Majd al-Shams. Majd al-Shams, c'est un endroit que je connais bien en plus, parce que je me suis rendu dans la partie syrienne. Il y a très longtemps, j'ai de nombreux amis en Syrie qui sont des Druzes, du Golan, et qui effectivement m'avait bien expliqué la situation, cette situation d'occupation. Alors nous étions allés avec eux sur les hauteurs, mais du côté syrien, et nous avions parlé avec les familles par-delà le champ de mines et tout, il y a une sorte de grand parloir. Donc ce que je veux dire, c'est que il est évident aujourd'hui, et de plus en plus de voix le disent, c'est bien un missile du bouclier antimissile israélien qui serait retombé et qui aurait tué ces malheureuses victimes sur le champ sur le stade de Majd el-Shams. À cela, il y a plusieurs arguments. Très rapidement, permettez-moi de revenir sur cette affaire de Majd el-Shams parce qu'elle est importante pour démonter les mensonges. Il y a deux arguments principaux. Le premier, c'est que les missiles dont dispose Hezbollah sont des missiles qui ont quand même une capacité, une charge de 50 kilos, de 50 kilos d'explosifs, et ça ne correspond pas du tout à l'impact que l'on voit
sur le stade. Tout le monde a bien vu que l'impact du missile sur le stade est un petit impact, hein, et c'est un petit impact, et ça ne correspond pas à 50 kilos d'explosifs. Première chose. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'au-dessus de Majd el-Shams, il y a un radar, un énorme radar israélien qui contrôle tout le Moyen-Orient. Ce sommet est appelé Jebel Sher, hein, c'est le sommet de la région, c'est le point culminant de la région, hein, ce Jebel Sher, et donc c'est là-bas que les Israéliens ont installé un énorme radar. Donc Hezbollah vise ce radar. C'est quand même plusieurs kilomètres, donc il y a aucune chance qu'un missile de Hezbollah fasse une telle erreur. On peut se tromper tout de même. Ce sont des artilleurs qui maintenant ont une certaine expérience. Ils bombardent sans arrêt ce radar depuis des mois et des mois, donc il n'y avait aucune chance de cela. Mais deuxièmement, je l'ai dit, il y a l'impact. L'impact ne correspond pas à un missile de Hezbollah. Et troisièmement, il y a des témoins. Il y a des témoins oculaires qui ont dit non seulement nous avons vu comment ce missile retombait, mais ça n'est pas la première fois. Ça n'est pas la première fois que les missiles du bouclier antimissile israélien retombent. Hein, ils retombent sur Acre, ils retombent sur différents endroits de la région. Donc voilà. Alors ce qui est terrible, c'est que l'Occident s'est empressé de prendre le narratif israélien en dépit même des témoins locaux, et Israël s'est empressé de prendre ça comme prétexte pour effectuer des représailles, comme si Israël se préoccupait des citoyens druzes de Majd el-Shams. Parce que je rappelle que la plus grande partie de la population a été expulsée de Majd el-Shams et se retrouve en Syrie. Je connais très bien cet endroit. C'est Mohajirin, c'est sur les versants du mont Kassioun à Damas. Il y a tout un quartier qui s'appelle le quartier des émigrants, justement. Ce sont les Mohajirin et ce sont les émigrants du Golan. Alors là-dessus, l'Occident s'est empressé de prendre ce narratif totalement faux et de justifier ainsi les représailles, les prétendues représailles. Enfin, Israël n'a pas besoin de prétexte pour massacrer, hein, on le voit depuis toujours, mais les prétendues représailles qui ont été effectuées. Alors ces représailles, elles ont d'abord été effectuées, vous l'avez dit, contre Abu Shokol, contre Haj Morsen dans la banlieue sud, dans le quartier de Dahili, à Beyrouth. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'il y avait eu des assurances américaines comme quoi on ne frapperait pas, d'une part, Beyrouth, hein, et donc la banlieue sud de Beyrouth, mais en plus qu'on ne frapperait pas des politiques, parce que Haj Morsen, le responsable de Hezbollah, avait, bon, certes, on dit chef d'état-major, mais il avait un rôle consultatif. Ça n'était pas un commandant de terrain, hein, et normalement, dans ce genre c'est un petit peu comme si on allait frapper un ministre de la Défense. En théorie, enfin, dans ce cas précis, hein, il était exclu que des politiques, parce que c'était en fait une fonction beaucoup plus politique qu'il avait, hein, de conseiller auprès de Cheikh Nasrallah en termes de sécurité et d'action militaire. Donc, normalement, il n'avait pas du tout à être visé dans le cadre Israël a franchi cette ligne rouge, hein, à partir d'un mensonge énorme, et ce qu'il y a de grave, c'est que tout le monde a emboîté le pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Biden avait donné ses assurances, parce que si on commence à frapper maintenant les hommes politiques, c'est un carnage qui va être incroyable et que l'Occident devra assumer, parce que cela va évidemment s'oppose à tous les codes et à toutes les lignes qui ont été établies dans le droit de la guerre. D'une part. Ensuite, Netanyahou poursuit avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Et on le voit, là encore, la forfaiture est terrible, parce que et ce qui est grave, c'est pas que Netanyahou fasse cela, parce qu'on connaît le bonhomme, mais c'est le fait que, encore une fois, ce narratif soit repris. Haniyeh a une fonction politique. On ne touche pas aux politiques. Je rappelle que l'ONU lui-même n'a jamais déclaré Hamas comme étant une organisation terroriste, que ce terme n'existe pas au niveau de l'ONU, mais qu'en plus, Hamas est un partenaire actuellement dans les négociations de l'État d'Israël. C'est ça qui est absolument incroyable. Donc, on n'assassine pas un partenaire de négociation, des négociations qui se faisaient sous garantie de Biden, et on sait que Biden était pressé de faire parvenir des négociations sur les otages juste avant, et c'est entre autres un des motifs de l'assassinat de Haniyeh, torpiller ces négociations. Hein. Donc, en tout cas, la règle, et c'est une ligne rouge, on n'assassine pas un partenaire de négociation.
Alors ça, c'est extrêmement grave. Haniyeh, non seulement, mais en plus, Haniyeh est un ex-premier ministre qui avait été élu, qui avait eu des fonctions de premier ministre en 2013-2014, qui, de ce point de vue, eh bien, comment a une fonction officielle. C'est le chef d'un parti. Et normalement, l'ONU distingue, si vous voulez, les branches politiques et les branches militaires des organisations. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle l'ONU n'a jamais déclaré que Hamas est une organisation terroriste. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Netanyahou a franchi des lignes rouges absolument incroyables. Tous les codes de la guerre ont été franchis. Or, je ne parle même pas des gens à Beyrouth qui ont été assassinés avec le chef d'état-major de Hezbollah. Il y a eu 80 blessés, il y a eu 3 victimes civiles, une femme, 2 enfants. Hein. L'immeuble a été atteint. C'était à 1 heure de pointe, dans cette banlieue sud de Beyrouth. Hein, et évidemment, Israël n'en a cure. Alors, encore une fois, ce qui est absolument incroyable dans cette affaire, c'est comment Netanyahou peut imposer un narratif. Alors, concernant Biden, Biden va jouer encore l'étonné. Et Biden va faire comme si on ne comprend pas. Pourtant, j'avais dit à Netanyahou, et là j'ai lu des dépêches qui disent que vraiment Biden est très très énervé contre Netanyahou parce que Netanyahou l'avait assuré lors de son voyage, vous savez, au Congrès il y a quelque temps. Netanyahou, soi-disant, avait assuré à Biden qu'il respecterait ses négociations. Biden était pressé qu'il y ait le week-end suivant, il devait y avoir un round de négociations. Hein. Eh bien, Netanyahou impose un camouflet à Biden, c'est une façon de lui dire je n'ai rien à faire de ce que tu me demandes, hein, vieux schnock, d'une certaine façon, je fais ce que je veux. Et Netanyahou est dans ce que j'appelle ce train de la mort. Ce train de la mort, hein, il pilote un train de la mort, mais il ne sait plus comment l'arrêter, ce train de la mort. Vous savez, il est un peu comme dans la situation de quelqu'un qui a un véhicule, il est dans une pente, il n'arrive plus à contrôler ce véhicule, et la seule solution pour lui, c'est d'aller de plus en plus vite, hein, pour essayer en tout cas, d'échapper à son sort, parce que en bas, il y a la pente, et il y a la chute. Hein. Et Netanyahou sait que s'il freine, il est fini. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, dans la presse israélienne, hein, on indique que de plus en plus de très hauts fonctionnaires israéliens sont sûrs que Netanyahou fait tout pour saboter les négociations. Voilà. Alors, j'aimerais dire justement un mot sur ces négociations. J'aimerais savoir, Youssef Boussama, si vous permettez, est-ce que d'après vous, il y avait la coordination entre les Américains parce que les Iraniens accusent les Américains d'avoir un rôle au niveau de renseignement, coordination logistique, etc. J'aimerais savoir aussi les raisons de choisir l'Iran. Peut-être il y avait des possibilités d'éventualité d'assassiner Hania en Égypte, assassiner Hania à Doha, plus vulnérable au niveau de sécurité que l'Iran. Mais est-ce que vous pensez que Netanyahou a insisté d'envoyer, juste après quelques heures de l'intronisation de ce nouveau président, un message aux Iraniens? En plus de ça, est-ce que c'est en lien avec l'investissement en Israël? Vous savez que Israël investit depuis des décennies dans la division du Sahel islamique entre chiites, sunnites, etc., à travers des outils, des instruments, même soi-disant entre les guillemets musulmanes, Mohammed Ben Salman, Mohammed Ben Zayed de l'Émiratie arabe, qui ont devenu des serviteurs, des purs serviteurs pour la division, pour semer la division entre chiites, sunnites. On connaît les histoires des liens à travers ce plan Elon conçu depuis les années 90, la récupération des groupes terroristes musulmans comme Ansar Sharia, comme l'État islamique. Il y avait des relations sur les frontières syriennes entre Israël et ces groupes. Quelles sont les raisons de choisir l'Iran comme un terrain d'assassinat Oui, vous avez parfaitement raison. D'abord, concernant la première question, les liens avec l'implication américaine dans cet assassinat, oui, moi je pense que les Américains sont complètement impliqués et je pense que ce que peut dire Biden
je n'y crois pas une seule seconde. Ça n'est pas la première fois où Biden comment laisse faire, hein, et en vérité, enfin, joue l'étonné, mais en vérité, cette opération israélienne ne serait pas possible, hein, comme l'assassinat qu'il avait eu précédemment de Soleimani, comme d'autres assassinats. Hein, cela ne peut se faire qu'en coordination avec les services américains. Et je doute fort qu'Israël ait pu mener cette opération sans les services américains. Alors ensuite, Biden, je pense que Biden joue l'étonné, hein, mais il sait parfaitement ce qu'il en est. Ça, c'est une chose. Les Américains sont impliqués totalement, à la fois au plan technique, hein, ça c'est un fait, mais aussi au plan politique. Ce sont eux qui, depuis toujours, depuis le début, hein, donnent carte blanche à Netanyahou, lui donnent les moyens d'exterminer le peuple palestinien, hein, lui donnent les renseignements militaires qu'il faut, hein, en permanence, hein, et ensuite il joue l'étonné. On sait très bien que cela est, est lié aux élections présidentielles. Mais concernant le lieu, vous avez parfaitement raison. Le lieu, c'est Téhéran. Au moment de l'investiture, du nouveau président. Et donc, de ce point de vue, eh bien, il est évident qu'on ne peut pas voir un message codé aux Iraniens. C'est d'abord une provocation contre l'Iran, bien évidemment. Il s'agit de dire, hein, de se projeter déjà dans la guerre contre l'Iran, de faire réagir l'Iran contre l'État d'Israël, et ensuite Israël pourra jouer comme d'habitude à la victime et à la forteresse assiégée et appellera à son secours le grand frère américain, parce qu'il est hors de question pour Israël d'attaquer l'Iran tout seul, bien évidemment. Israël n'en aurait pas les moyens, loin de là. Hein. Et donc du coup, c'est la technique habituelle. Hein. Après, c'est l'union sacrée. On a provoqué la catastrophe, mais ensuite, eh bien, on l'a fait assumer par tout le monde occidental. Ça, c'est le jeu habituel israélien. Donc, il est évident qu'il s'agit d'une provocation grossière. Une provocation grossière. Hein. C'est une insulte. Et alors, évidemment, je ne reviendrai même pas sur le point du droit international. C'est un acte de brigandage international. C'est un acte de brigandage international. D'une part, Israël n'a pas le droit, au plan du droit international, d'assassiner Haniyeh, d'accord? Ce n'est pas un combattant sur le terrain. L'ONU s'oppose à tout ce qu'on appelle les assassinats extrajudiciaires, d'accord, d'une part. Mais en plus, hein, eh bien, le faire donc en Iran, c'est un acte de belligérance contre l'Iran, d'accord? Ça veut dire que c'est une véritable déclaration de guerre, en vérité. Une déclaration de guerre concrète qui ne dit pas son nom, mais c'est une véritable déclaration de guerre, hein, une énorme provocation. Et là-dessus, vous avez raison de signaler, il y a cette volonté israélienne de jouer sur le schisme, hein, parce que le mot vient de là en français, sur la séparation, sur la division sunnite-chiite, que l'État d'Israël a abondamment essayé d'utiliser pendant la guerre en Syrie. On a vu à quel point, par exemple, justement sur le Golan, hein, sur ce Golan occupé, on a vu comment des groupes djihadistes pendant la guerre en Syrie, eh bien, allaient se faire soigner dans la Palestine occupée. Hein. Et d'ailleurs, cela est tellement connu qu'il y a même des bandes d'actualité où on voit Netanyahou lui-même rendre visite à des blessés de groupes liés au front Al-Nusra et aussi d'autres groupes qui ensuite ont fait allégeance à Daesh. Hein, et on voit Netanyahou aller leur rendre visite, non seulement leur rendre visite dans un hôpital, dans la partie occupée, du Golan, mais en plus, on voit même, il y a des vidéos, moi je me souviens de vidéos, où on voit les combattants djihadistes, de Daesh et Nusra, qui arrivent, et les soldats israéliens qui leur ouvrent la porte, carrément qui leur ouvrent la porte à la frontière, et ils entrent. Hein, c'est des choses qui sont connues. Donc, Israël a joué là-dessus, sur la division sunnite-chiite, pas qu'Israël, des régimes arabes complices jouent aussi sur ces divisions sunnite-chiites. Et malheureusement, il y a aussi certaines voix, certains relais en Occident même, hein, dans nos villes, hein, en Europe là, qui jouent sur ce différent, mais des personnes qui sont liées à certains régimes arabes et qui veulent jouer sur cette division fraternelle absolument incroyable, mais qui est absolument odieuse, hein, entre sunnites et chiites, alors qu'évidemment, hein, tous les musulmans sont frères. Alors, de ce point de vue, Israël a raté son coup. Il faut quand même le reconnaître. Parce que maintenant, il y a une chose qui est certaine, et c'est que justement, ces assassinats, parce qu'il faut aussi ajouter l'assassinat qui a eu lieu il y a un jour, hein, vous savez,
Abed al-Zarihi, un responsable de Hamas, le ministère de l'économie en fait de Hamas, qui a également été assassiné hier hein, dans un bombardement. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que ces assassinats ont scellé en vérité l'union des sunnites et des chiites, puisqu'on a ce martyr, ce martyr Haniyeh qui est assassiné, qui est sunnite hein, formellement, qui est assassiné à Téhéran, terre majoritairement chiite. Et finalement, on a ces deux peuples qui se retrouvent liés dans le martyr, parce que n'oublions pas qu'il y a également quotidiennement des Iraniens qui sont tués, qui sont assassinés, que ce soit en Syrie ou que ce soit ailleurs par l'entité sioniste. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, eh bien, plutôt que de diviser, bah, il a raté son coup, parce que je pense que, et d'ailleurs, pour commencer, les Palestiniens savent qui sont leurs soutiens, savent qui sont leurs amis aujourd'hui, et l'histoire retiendra que Haniyeh eh bien, a été assassiné en terre chiite, si vous voulez, hein, ce qui montre bien, au contraire, l'union de tous, et qu'il y a un seul ennemi, et qu'il y a donc une seule foi pour les musulmans. Hein, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que de ce point de vue, c'est un coup raté. Mais ce que je voulais dire, c'est que et un autre des motifs pour lesquels Netanyahou a fait ça, c'est que je le dis, Netanyahou essaye par une série d'assassinats comme cela, eh bien, de combler son échec total sur le terrain. Netanyahou n'a plus de chars, Netanyahou n'a plus de soldats, Netanyahou est obligé de recruter des religieux qu'il veut obliger au risque de provoquer une guerre civile en Israël. Netanyahou est dans l'échec le plus total. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un cas de figure que nous connaissons. Lorsqu'on observe les guerres coloniales, les guerres impérialistes, eh bien, on voit bien que dans cette phase finale, les impérialistes, les colonialistes deviennent comme des chiens fous. Ils n'arrivent plus, hein, comme des chiens fous qui tirent dans tous les sens, hein, un petit peu comme le shérif dans les westerns, et en étant convaincus qu'en faisant cela, eh bien, ils vont obtenir des gains. Mais pas du tout. Si nous prenons la guerre d'indépendance algérienne, comment l'Habib Mhidi a été assassiné, les dirigeants du FLN, leur avion a été détourné, ils ont été capturés, cela n'a pas empêché l'issue. Si nous prenons l'Afrique du Sud, hein, Mandela a été arrêté, Dulcie September a été assassinée à Paris, qui était donc la représentante hein, de l'ANC à Paris. Hein, eh bien, cela n'a absolument. Steve Biko a été assassiné également en cellule, dans sa prison. Cela n'a rien changé à l'issue. Si nous prenons, je ne sais pas, Amilcar Cabral, Guinée-Bissau et Cap-Vert, il a également été assassiné. Il y a eu un complot et on l'a fait assassiner un petit peu comme d'autres. Hein. On l'a fait assassiner juste quelques temps avant l'indépendance. Il me semble que c'était en 73. Ce sont les services portugais. Hein, ça n'a absolument rien changé. Donc, ce cas de figure, on le connaît. C'est un cas de figure désespéré. Netanyahou est désespéré. Il essaie de frapper dans tous les sens, mais il n'échappera pas à son sort. Israël va perdre à Gaza, malheureusement avec un coût humain hein, important. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que jamais les assassinats de responsables n'ont arrêté une lutte. Non seulement, je pense, jamais ça ne les a arrêtés, mais au contraire, ça les renforce parce que les peuples en lutte voient que leurs dirigeants, hein, contrairement à la légende, ne sont pas des gens qui se cachent à droite et à gauche. Haniyeh aurait pu se cacher. Haniyeh aurait pu aller dans un pays beaucoup plus sûr. Hein. Il prenait des risques. Nous connaissons l'entité sioniste et sa volonté d'assassiner. Il ne l'a pas fait. Hein. Sa famille elle-même a été décimée, Haniyeh, à Gaza. Hein. Il a perdu 30 personnes de sa famille. Mais oui, donc c'est pas quelqu'un. Et donc c'est d'une. Ce qu'il y a de vraiment, ce qui est en plus obscène, c'est quand l'entité sioniste présente ça comme étant de grands succès, de grands exploits militaires. Mais Haj Morsen à Beyrouth ne se cachait pas. Les amis à qui que j'ai appelé à Beyrouth me l'ont dit. Mais non, c'était 18h. Bah, 18h, il rentrait chez lui comme tout le monde qui rentre du travail. Enfin, il allait à son bureau plus précisément. Hein. Donc, il savait très bien. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui se cachait. Il aurait pu être je ne sais pas. Haniyeh, c'est pareil. Haniyeh n'a pas mis à l'abri sa famille.
il aurait pu facilement, vous savez, malheureusement, cette espèce de trafic auquel les gens sont contraints, les pauvres Palestiniens sont contraints à d'essayer de sortir leur famille. D'ailleurs, c'est absolument scandaleux du point de vue égyptien. Hein. Bon, Haniyeh n'a pas fait sortir sa famille de Gaza. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quel exploit il y a là-dedans? Ce sont des gens qui sont publics, hein, et on sait très bien comment ils ont été assassinés. Bon, alors on dit que Haniyeh, c'est en envoyant, on ne sait pas. Alors en plus, l'État d'Israël veut faire croire que c'est parce qu'il a des espions partout, des agents partout. C'est pas vrai du tout, ça a été expliqué. Hein. C'est en envoyant un lien sur WhatsApp. À partir de ce moment-là, eh bien, comment on envoie en fait un virus, et ce virus permet de localiser très précisément, en tout cas le téléphone, hein, et donc la personne, très précisément. Donc cette histoire de bombe qui aurait été dissimulée dans la pièce auparavant, depuis, ce sont des fadaises. Ce sont des fadaises. Les services iraniens contrôlent, hein, et je doute fort hein, et ils ont fait malgré tout la preuve de leur efficacité. Et je doute fort que non, c'est un missile qui a été tiré. Alors, d'où a-t-il été tiré? Vous savez, c'est très facile, des missiles portatifs. Hein. Aurait-il été tiré d'Iran? Malheureusement, oui, c'est possible. Hein. Mais certains disent qu'il aurait été tiré d'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan aussi, le terrain, on parle souvent de l'implication d'Azerbaïdjan qui a donné le terrain pour le service de renseignement israélien. Au Kurdistan aussi, les Kurdes, ils ont beaucoup de coopération, le Kurdistan d'Irak, ils ont beaucoup de coopération avec Israël, etc. On parle souvent de l'implication de ces régimes. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, on sait très bien que l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, est un des pays de la région qui a le plus de liens avec l'entité sioniste. Et cela, vous savez, c'est vraiment à la portée, c'est très facile. Il n'y a aucune prouesse, il n'y a aucun exploit. Vous savez, on est toujours dans ce narratif d'Israël qui veut se faire passer pour un génie dans tous les domaines. C'est extraordinaire, le bras long d'Israël. Mais quel bras long? Quel bras long? Quel bras long, Israël, avec tous les moyens et avec les moyens de la superpuissance, hein, eh bien, est en échec face à un petit peuple, hein, armé d'armes rudimentaires. Mais c'est un échec cuisant, et malheureusement, cet échec cuisant, eh bien, comment il le compense? Il tente de le compenser avec plus de massacres. Ces derniers temps, c'est absolument horrible. On a au moins 1 ou 2 écoles qui sont détruites chaque jour. Pourquoi les écoles? Parce que c'est dans les écoles que les réfugiés vont. Hein, et donc, dans l'impossibilité d'atteindre les combattants, eh bien, on se venge sur les civils pour tenter de démoraliser les combattants. On connaît ces pratiques, ce sont les pratiques de toutes les armées fascistes, de toutes les armées coloniales dans l'histoire, tenter de démoraliser. Pendant la Grande Guerre patriotique en URSS, l'armée allemande faisait pareil. Hein, on massacre les civils, on espère comme cela, eh bien, démoraliser et faire que les combattants. Mais c'est faux, c'est absolument faux, ça ne marchera pas. Il y aura plus de cela, c'est tout. Oui. J'aimerais bien terminer avec vous, Youssef Sameh, en tant que Français, hein, en tant que militant français, depuis des mois, depuis le déclenchement de cette guerre, cette guerre contre la population palestinienne, on a senti, on a vu, on a constaté l'acharnement étatique, l'acharnement juridictionnel, policier, etc., contre les voix pro-palestiniens. Aujourd'hui, la France qui a donné, qui essaie toujours de donner des leçons de démocratie, de liberté, des droits de l'homme, qui a colonisé l'Afrique au nom de civilisation, etc. On voit comment on traite les voix pro-palestiniens, les militants pour la liberté de la Palestine. Aujourd'hui, en France, vous n'avez pas le droit de porter même un charpe, keffiyeh palestinienne. Vous n'avez pas le droit de contester les massacres contre les nourrissons, les enfants. Vous n'avez pas le droit de contester les viols contre les femmes. Vous n'avez pas le droit de contester les blagues diffusées en direct des soldats israéliens qui sont fiers de massacrer les enfants parce que les enfants palestiniens, les nourrissons sont des imlaks. Il faut les tuer, les massacrer en masse. Vous n'avez pas le droit de contester, de scandaliser et le traitement inhumain, scandaleux, fasciste des prisonniers palestiniens
des otages palestiniens dans les prisons israéliennes, des viols, des massacres, provocation de noyades artificielles, attaques à travers des chiens, viols à travers les chiens. Mais vous avez le droit, dans le cadre de la coalition judéo-chrétienne, d'applaudir Netanyahou. Vous avez le droit aussi d'applaudir Madame la présidente de l'Assemblée française qui a donné, qui s'est déplacée pour donner son soutien total au Tsahal. Vous avez le droit, vous êtes le bienvenu d'être en tant qu'un avocat ou un soldat engagé en tant que réserviste comme franco-israélien, de filmer les massacres, de menacer des députés, etc. Il est où la France, François Possamer, dans tout ça? La France, à laquelle un certain nombre de Français étaient attachés, n'existe plus. Cette France, indépendamment des critiques que l'on pouvait faire, bien évidemment, hein, mais qui, malgré tout, au plan international, respectait un certain nombre de codes, de lignes. Hein. La France qui se voulait un élément modérateur, rappelons-nous, à l'époque de la politique arabe de De Gaulle, ça ne voulait pas dire que cela était parfait, la question n'était pas là, mais la France qui voulait intervenir comme un élément modérateur, raisonnable, n'existe plus. Elle a basculé complètement du côté obscur de la force, si je puis dire. Monsieur Macron a bousculé comment tous les codes existants. Alors déjà, c'est depuis Monsieur Sarkozy, en fait. Depuis Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, hein, on a cette destruction totale de la crédibilité française au plan diplomatique international, ce qui est absolument incroyablement. Alors, la France se couvre du ridicule, la France n'est plus crédible, sa voix ne porte plus, mais en plus, eh bien, si M. Macron espère qu'en faisant cela, il va rehausser le prestige de la France, il va rehausser la crédibilité de la France, il va rehausser d'une certaine façon l'efficacité de la diplomatie française, il se trompe complètement. Plus personne ne tient compte de ce que dit, de ce que propose, de ce que fait la France qui s'aligne sur les États-Unis, sur l'État d'Israël, c'est absolument incroyable, hein, et même quand celui-ci viole les principes les plus élémentaires du droit international. Alors, concernant M. Macron, il y a eu quelques jours, malheureusement, c'était les 300 jours de l'agression. Et M. Macron a évoqué ces 300 jours pour juste évoquer le cas des prisonniers sionistes, enfin l'entité sioniste, à Gaza. Et rien de plus. Il n'a eu aucune parole. Alors bon, c'est son rôle de président, effectivement, de dire un mot sur ces prisonniers israéliens, mais il n'a eu aucune parole de compassion pour les bientôt 40 000 morts officiels, on sait qu'ils sont beaucoup plus importants, pour les milliers de prisonniers palestiniens, comme vous l'avez dit, dont certains sont soumis à la torture, tellement soumis à la torture que l'État d'Israël lui-même panique complètement, et que l'autre jour, eh bien, devant les accusations, des agents des services israéliens sont allés dans la base où ces Palestiniens sont torturés et ont tenté, non pas d'arrêter, mais d'interroger des soldats responsables. Non pas parce que le gouvernement israélien, tout d'un coup, se soucierait du sort des prisonniers palestiniens, il le fait depuis très longtemps, la torture, hein, c'est quelque chose qui est très connu, hein, une forme de torture, mais que ces tortures ont atteint un tel niveau que la grande crainte, eh bien, ce sont les poursuites internationales. Et le problème, vous le savez, parce qu'Israël veut toujours faire croire que c'est un État de droit. Et vous savez qu'on parle toujours de ces mandats d'arrêt internationaux qui doivent arriver incessamment. Hein. Donc, on a fait croire qu'effectivement, il y avait un semblant de justice. Alors, ce que je veux dire, c'est que la France n'a aucune parole pour cette violation totale des droits humains les plus élémentaires, réprime à l'intérieur de la France. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Alors, en plus, en lien avec les Jeux Olympiques, des dizaines et des dizaines de personnes sont assignées à résidence de façon absolument scandaleuse, dans une totale illégalité. Et pendant ce temps, on a ces athlètes israéliens qui, paraît-il, sont des sportifs, qui ne le sont pas du tout. On a des vidéos qui circulent qui montrent que ces prétendus athlètes sont tous des soldats, et un certain nombre se vantent même
plusieurs se vantent des destructions, se sont filmés en train de même de détruire des éléments urbains à Gaza. Hein. Ces gens-là sont considérés comme des athlètes, comme des sportifs. Hein. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Ils ont le droit de citer, on leur déroule le tapis rouge. Alors là-dessus, ce qui est terrible, c'est que je le dis, Monsieur Macron est sorti complètement de son rôle. C'est devenu un militant sioniste. Monsieur Macron est devenu un militant sioniste officiel. Hein. Il prend fait et cause pour cette entreprise génocidaire. Ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que qui ne dit mot consent. Il sait très bien ce qui se passe à Gaza et son rôle de chef d'État serait au moins de modérer l'agresseur. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un cas de forfaiture, totale. Et je le dis, aucun président de la République française n'est allé aussi loin, hein, dans ce mépris total pour les droits humains. Alors, oui. Si vous me permettez, il y a juste un dernier point que j'aimerais sur le terrain. C'est pas toujours facile à obtenir un rendez-vous, un interview avec Youssef Boussammeh. Non, juste très rapidement merci beaucoup, cher ami. Sur l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, le monde est en suspens. Que va faire l'Iran? Que va faire l'Iran et ce qu'on appelle l'axe de la résistance? Que vont-ils faire? Parce qu'ils se doivent effectivement de réagir et d'appliquer des représailles. D'abord, pour dissuader l'entité sioniste, s'il est possible de dissuader cette entité complètement incontrôlée, cette entité folle de rage, s'il est possible de la dissuader un petit peu, de poursuivre sa marche sanglante. Alors, il va y avoir effectivement disons une réaction, une juste réaction de la part de l'Iran. C'est le droit international qui permet à l'Iran de le faire. Hein. Voilà, donc l'Iran est totalement dans le droit international en réagissant, l'Iran et les autres forces de l'axe de la résistance. Or, toute la difficulté consiste à effectivement réagir, mais de façon à ne pas donner de prétexte à l'entité sioniste pour déclencher une guerre générale, parce qu'on l'a bien vu, hein, on l'a dit, c'est ça l'objectif, pour ensuite jouer à la victime, hein, comme d'habitude. Hein, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, dans ce cas de figure, les États-Unis interviendraient aux côtés de l'entité sioniste, contraindraient les autres pays occidentaux à soutenir, hein, dans cette croisade de défense du pauvre petit État d'Israël, encore une fois agressé. Hein, voilà. Deuxièmement, Israël parle même aujourd'hui de frappe préventive. Israël veut rejouer le scénario de 67. Hein, vous savez, on attaque de façon préventive. Hein, oui, comme si Israël avait besoin de prétexte, encore une fois, ou de motifs, puisque son existence même est une attaque générale contre le peuple palestinien et contre toute la région. Il y a un troisième élément qui fait que les Iraniens doivent mesurer leur réaction et l'axe de la résistance, c'est que malheureusement, on sait que les génocides se produisent tout le temps pendant les guerres, pendant les grandes guerres. C'est pendant la Première Guerre mondiale qu'a eu lieu le génocide arménien, ne l'oublions pas, c'est à la faveur de cette terrible guerre. C'est à la faveur de la Seconde Guerre mondiale qu'ont eu lieu les génocides juifs et les génocides tziganes. Hein. Malheureusement, dans le fracas des bombes, ensuite plus personne ne fait attention, hein, et c'est terrible, on laisse faire. Et l'angoisse, ce serait qu'à la faveur d'une guerre générale au Moyen-Orient, eh bien, Netanyahou en profite pour finir son œuvre d'extermination. Ça, c'est aussi quelque chose c'est une chose à laquelle les Iraniens font attention, hein, ne pas donner donc de prétexte d'un embrasement général, alors que c'est l'objectif même de l'entité sioniste. Il faut comprendre à quel point l'axe de la résistance aujourd'hui est une force, hein, est une force de défense, d'autodéfense de la région, et que c'est bel et bien l'entité sioniste, l'État d'Israël, hein, et le faiseur de guerre. Donc voilà un petit peu ce qu'il est important. On ne sait pas encore quelle forme prendront cette réaction, mais elle est nécessaire, cette réaction. Elle est nécessaire parce que c'est une question de dignité pour l'Iran. Hein. L'Iran a dit que c'est un hôte, hein, c'est son hôte qui avait été assassiné. Et vous savez, dans
dans les cultures, dans nos cultures, que ce soit les cultures arabes, iraniennes, l'honneur. etc. De l'autre, bien sûr, hein, la vie de l'autre est encore plus importante que la vie même d'un membre de la famille. Hein. C'est l'honneur, hein. C'est C'est l'honneur, relié à l'honneur, à la notion c'est la d'honneur. question de l'honneur, c'est la question de l'honneur, et on ne joue pas avec la question de l'honneur dans nos peuples, chez nos peuples. Si certains en Occident ont oublié ce qu'est l'honneur, nos peuples ne l'ont pas oublié. Hein, et c'est une valeur très importante, une valeur cardinale à laquelle nos peuples tiennent beaucoup. Donc c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité face à un Occident qui est totalement indigne, hein, un Occident qui méprise les valeurs essentielles, hein, qu'il bafoue ces valeurs essentielles qui ont existé en Occident il y a longtemps, hein, mais que malheureusement cet Occident impérialiste a oublié depuis pas mal de temps, et entre autres depuis cette sanglante aventure israélienne. Merci infiniment, Youssef Sameh, d'avoir accepté notre invitation. Ça a Je vous été en un prie, cher honneur de ami. vous recevoir et bonne continuation. Merci.